à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des Jeudis de Corbera, organisée par la gauche républicaine et socialiste. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Étienne Collin. Étienne est avocat au barreau de Paris en droit du travail. À ce titre, il défend les salariés et leurs représentants du personnel et syndicaux. Il est aussi membre de l'Observatoire du dialogue social de la Fondation Jean Jaurès et enseignant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avec Étienne, nous allons aborder aujourd'hui le sujet de redonner du pouvoir aux travailleurs. Nous avons choisi ce sujet parce qu'il y a d'abord un contexte social difficile. À nouveau, on voit des fermetures d'entreprises, des plans sociaux, des licenciements. Deuxièmement, on a le fameux débat autour de la crise du travail. Les Français n'aimeraient pas le travail. Il y aurait une contestation du travail. Et derrière cela, la réalité est beaucoup plus complexe. On sait que les Français sont attachés au travail. En revanche, il y a beaucoup de mécontentement, ou en tout cas de mal-vivre, quant aux conditions de travail, le sentiment parfois de ne pas être respecté pour ce qu'on apporte dans une entreprise et dans son travail. Et puis en effet, il y a aussi des changements de comportement, plus d'individualisation, plus de pénibilité dans bien des tas, du stress. On a parlé pendant un moment des burn-out et des choses comme ça. Donc on va te demander, Étienne, on se tutoie parce qu'on se connaît bien avec Étienne Collin, on va te demander, Étienne, de peut-être nous faire un point sur tout ça, mais surtout sur l'état de la démocratie sociale. Parce que en même temps qu'on vit une crise démocratique, politique, que maintenant tout le monde a bien repéré, on voit que la crise démocratique est plus profonde. Le sentiment pour les citoyens de ne plus avoir de maîtrise ni sur notre devenir collectif, ni sur leur devenir personnel, ou en tout cas de ne pas en avoir suffisamment, d'être parfois pris pour un pion et pas de pouvoir participer aux décisions, c'est quand même une crise profonde. Et nous ne pensons pas qu'on peut régler le problème de la crise démocratique sans relancer la démocratie sociale. Donc peut-être, Étienne, merci d'être parmi nous, de nous dire quel bilan tu fais de la situation, comment cette démocratie sociale s'est affaiblie, et puis on verra aussi les pistes que tu nous suggères pour lui redonner de l'énergie, de la vitalité et du crédit. Bonsoir à toutes et tous, merci de cette invitation. La démocratie, de façon générale, est malade, et la démocratie politique est malade, sans doute d'une absence de démocratie sociale et d'autres formes d'exercice de la démocratie qui soient adossées à la démocratie politique. On sait à gauche depuis longtemps que la démocratie n'est pas que politique. C'est pas nouveau depuis le Conseil national de la résistance, la grande reconstruction qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Puis plus singulièrement depuis la loi Auroux de 1982, Jean Roux avait, avec Mitterrand, très bien théorisé cette idée que la démocratie ne s'arrêtait pas aux portes de l'entreprise, qu'elle ne pouvait pas être que politique et qu'elle était notamment sociale. Elle est sociale, mais pas uniquement dans les entreprises, elle doit être sociale au niveau national, interprofessionnel, dans les branches professionnelles, à tous les niveaux de la régulation publique. Et aujourd'hui, une démocratie qui n'est que politique, qui n'est que hiérarchique, verticale, qui procède du haut de l'élection, si légitime soit-elle, elle est amputée d'un vivier essentiel, et j'ajoute qu'elle est d'autant plus à un moment où le fonctionnement de la société n'a jamais été aussi horizontalisé, réticulaire, on dirait, organisé en réseau. Enfin, on sait tous comment évolue la vie des entreprises, la vie de la société, la vie des corps intermédiaires de façon générale. Et donc, au moment où cette société s'horizontalise, le pouvoir se verticalise. Et on est en plein dans cette confrontation aujourd'hui, qui trouve une espèce de paroxysme avec Emmanuel Macron, qui vient de loin, mais qui trouve une espèce de paroxysme total. Je dis contradiction totale chez Macron parce que c'est quand même assez singulier de relever que Macron, il est le produit pur de cette horizontalisation de la société, et il a un fonctionnement du pouvoir complètement vertical, et il y a une contradiction là très très forte. Néanmoins, l'honnêteté minimale commande de dire que ce ne sont pas des difficultés qui naissent avec le macronisme. Ils viennent d'un peu plus loin. Il y a eu un temps de démocratie sociale dans les années 80, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis le dernier exercice important de la gauche au pouvoir, c'est celui des années 2012-2017 de François Hollande. Et c'est assez frappant
quand on examine à l'échelle de 5 ans la durée de ce quinquennat, de constater une évolution dans le rapport à la démocratie sociale. Vous vous en souvenez tous, Hollande, il a été élu sur une proposition de démocratie sociale qu'il appelait la conférence sociale et la mise en place d'une conférence sociale à la tête de l'État. Et il a lui-même, ou du moins son quinquennat, marqué une espèce de rupture à mi-mandat autour de l'été 2014. On a eu des grandes négociations interprofessionnelles intéressantes, notamment le fameux ANI de 2013 avec la loi de sécurisation de l'emploi, qui, quoi qu'on en a pu en penser à l'époque, a donné des résultats qui sont, je le relève, pas tellement remis en cause aujourd'hui, beaucoup moins que ce qui a été fait dans la deuxième partie du quinquennat. Je pense évidemment à la loi El Khomri de 2016 qui a marqué une espèce de rupture dans ce rapport à la démocratie sociale. Donc, le dernier exercice de la gauche au pouvoir interroge directement sur le rapport à cette démocratie sociale. Macron, lui, en arrivant en 2017, alors il a carrément théorisé dès la campagne, il faut lui reconnaître le mérite de l'honnêteté, il a dit la négociation et le pouvoir des organisations syndicales, c'est pas au niveau national interprofessionnel. Il a complètement écarté la régulation nationale interprofessionnelle. C'est pas tellement dans les branches, il n'en a pas beaucoup parlé. C'est limité à l'entreprise et au rapport de force immédiat à la confrontation de cette négociation de gestion dans l'entreprise. Et donc lui, il a achevé cette espèce d'évolution qui était quand même largement à l'œuvre avant lui. Peut-être on peut déjà dire aussi que historiquement, tu as parlé du CNR, historiquement, le modèle de démocratie sociale français était assez différent, par exemple, du modèle allemand, parce que, si je puis dire, l'entreprise n'était pas le premier lieu de la démocratie à cette époque-là. C'est au moment des lois Auroux, ça s'améliore en termes d'information des salariés, etc. Mais il y avait tout le volet de la protection sociale. Peut-être il faut dire quelques mots, c'est-à-dire qu'on a eu non seulement la dévitalisation dont tu parles, qui avait été progressivement de redonner un peu de démocratie par branche, par entreprise et par, et par tous les corps intermédiaires nécessaires. Mais en plus, sur la protection sociale, on est arrivé maintenant à un moment où quasiment, alors, il y a les négociations inédites là, mais globalement, on a parachevé le fait que même sur ce terrain de la protection sociale, il n'y a plus de réelle négociation sociale. Alors c'est peut-être pas le cœur de ce qu'on va traiter aujourd'hui, qui est plutôt sur le pouvoir des salariés, mais est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Est-ce qu'il n'est pas opportun de réfléchir à peut-être dans la protection sociale, distinguer ce qui procède du salaire différé, du genre retraite ou chômage, et ce qui procède de droits qui sont progressivement devenus universels, santé ou famille. Est-ce que là-dessus, tu as des suggestions à faire sur redonner du souffle dans la démocratie sociale côté protection sociale? Alors, on n'est pas un pays de tradition social-démocrate, ça c'est sûr. La social-démocratie, ça commence dans les années 50, en Allemagne et dans l'Europe du Nord principalement. C'est des pays dans lesquels le Parti social-démocrate, les sociaux-démocrates sont directement associés à tous les niveaux, hein. Dans les entreprises, dans les branches, au niveau interprofessionnel, les syndicats sont associés à la détermination des relations collectives avec une espèce de partage institutionnel du pouvoir. C'est pas du tout la tradition française. La tradition française, au moment de la libération avec le CNR, c'est de confier aux partenaires sociaux dans ce qu'on va appeler le paritarisme à la française, la gestion de grands dossiers de protection sociale, la construction de la sécurité sociale assez largement avec chacune de ces branches qu'on confie aux partenaires sociaux, à différentes organisations syndicales d'ailleurs, et puis la formation professionnelle, des grandes négociations interprofessionnelles qui vont donner lieu avec l'intervention du législateur, hein, parce qu'on est en France et que c'est le législateur qui entérine dans la loi le produit de ces accords, des grandes avancées qui sont des grandes avancées de protection sociale. On va ensuite avoir un développement, sous l'effet de la loi, de la négociation interprofessionnelle, la négociation nationale interprofessionnelle, en droit du travail pour le coup, avec des grands accords interprofessionnels sur des champs thématiques tout au long des années 70, 80, 90, jusqu'à une période récente. C'est cette négociation nationale interprofessionnelle qui est largement remise en cause aujourd'hui et fragilisée. Il n'est pas interdit d'imaginer de reconfier aux partenaires sociaux et à la régulation sociale des grandes avancées de protection sociale, de partage du pouvoir, de partage et de répartition du capital et du travail. Mais ça implique
je crois, dans un pays comme la France, un rôle actif de l'État. C'est pas un paritarisme au sens où on l'entend trop souvent aujourd'hui, où on confierait aux partenaires sociaux, patronat et organisations syndicales, le soin de se mettre d'accord. On a un discours un petit peu naïf qui consiste à dire on vous laisse un temps pour négocier, vous vous mettez d'accord, et si vous vous mettez d'accord et que vous signez un accord, on va le transposer dans la loi. C'est pas possible et c'est naïf, parce que ce qui s'est passé quand même depuis les années 70, c'est une victoire assez éclatante de l'idéologie néolibérale et surtout un renforcement considérable du pouvoir du capital face à un affaiblissement du pouvoir du travail. À telle enseigne que si on confie aux représentants des salariés et du patronat naïvement le soin de se mettre d'accord, ils ne se mettent pas d'accord et qu'il faut bien que l'État reprenne la main. C'est pour ça que ces négociations et ces discussions, elles doivent d'abord être tripartites et c'est ce qu'on a toujours à gauche défendu, c'est-à-dire un rôle actif de l'État dont le rôle doit être, en amont de ces discussions, de corriger l'inégalité inhérente au rapport employeur-salarié et dont pâtit le monde syndical et le monde salarié face à la mondialisation financière libérale. C'est d'autant plus vrai que depuis qu'on a dérégulé le capital, la pression du patronat sur si vous n'êtes pas d'accord, je m'en vais, est bien plus forte qu'elle n'était dans les années 60-70 quand on ne pouvait pas faire basculer le capital n'importe comment, etc. Exactement. Et donc quand le politique renvoie des sujets à la négociation paritaire, encore faut-il qu'il ait une ambition politique et qu'il dise ce qu'il fait en l'absence d'accord. Dans l'hypothèse où la négociation n'aboutit pas, qu'est-ce que sera son intervention pour mettre notamment à la charge du patronat un niveau élevé d'exigence pour que le rapport de force ne soit pas celui qu'on a aujourd'hui. Il y a un exemple édifiant qu'on a eu sous les yeux il y a quelques semaines, c'est celui du discours de François Bayrou dans le discours de politique générale sur les retraites, quand il dit on va donner 3 mois aux partenaires sociaux pour se mettre d'accord sur une évolution du système de retraite, mais qu'il dit dans son discours de politique générale, si la négociation n'aboutit pas, on reconduit et on maintient la réforme actuelle. Voulez-vous me dire au nom de quoi le patronat s'engagerait loyalement dans une négociation, puisqu'il a dit dès le départ, et que ça a été encore rappelé très récemment, que jamais il bougerait sur les 64 ans, et que donc déjà, ceux qui a fait descendre dans la rue toutes les organisations syndicales, je le rappelle, on a déjà un patronat qui dit en toute hypothèse, on ne bougera jamais là-dessus. Si le politique n'est pas capable de dire, quand il renvoie à la négociation un sujet de cette importance, dans l'hypothèse où vous ne parvenez pas à un accord, je peux remettre en cause, y compris le seuil de 64 ans, l'âge du départ légal à la retraite, il est évident qu'il n'y aura pas d'accord, ou un accord complètement au rabais, insignifiant, ce qui est plus vraisemblable aujourd'hui, je le crains, parce que le rapport de force est tel que le patronat ne lâchera rien dans la négociation, étant assuré que l'issue de la négociation, c'est la reconduction du système actuel. C'est un exemple type. Donc oui, il y a des grands enjeux de répartition capital-travail, d'aménagement du temps de travail, on va en parler sans doute, de prise de participation des salariés dans les entreprises, pour donner du pouvoir aux salariés, aux représentants syndicaux du personnel dans les négociations, dans les discussions, dans les entreprises. Ça ne peut pas se faire naïvement, en confiant aux partenaires sociaux le soin de se mettre d'accord là-dessus. Ça, c'est une vue de l'esprit. Est-ce que tu peux nous rappeler quels étaient les champs qui faisaient l'objet de négociations interprofessionnelles qui, de ton point de vue, ont été dans le passé des vraies avancées et qui aujourd'hui ne pourraient plus avoir lieu? Et par exemple, quels sont les thèmes aujourd'hui, si on voulait relancer des accords interprofessionnels, que tu privilégierais? Les grandes négociations interprofessionnelles de l'histoire de la Ve République, c'est tout le champ de la protection sociale, tu en as parlé, la sécurité sociale, les différentes branches et la façon dont elles ont été confortées. Alors c'est évidemment une initiative législative et parlementaire très forte, mais il y a eu un pouvoir considérable donné, pas uniquement dans la gestion, dans la détermination des régimes et du fonctionnement des régimes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je pense à la formation professionnelle, l'essentiel de systèmes qu'on juge très insatisfaisants, sur lesquels il y aurait beaucoup de choses à dire, mais qui quand même procèdent largement de grands accords nationaux interprofessionnels. Je pense aussi à la mensualisation, ça a l'air évident pour tout le monde parce qu'on est tous... on connaît que c'est quelque chose que personne n'aurait l'idée de remettre en cause en France, le fait que quand on a un contrat de travail, sauf contrat à temps partiel, on est embauché à durée indéterminée, qu'on est payé chaque mois et qu'on ne doit pas chaque mois retourner pointer
Ça, c'est la mensualisation. Le principe du paiement au mois, la mensualisation, ça procède de grandes négociations interprofessionnelles. Ce sont les avancées qui ont construit le modèle social Est-ce que tu vois français. des thèmes qui aujourd'hui pourraient peut-être, est-ce que la pénibilité, est-ce que ça c'est plutôt par branche, sans doute? Est-ce que tu vois des thèmes interprofessionnels qu'on pourrait suggérer aujourd'hui? Est-ce que par exemple autour de la manière de gérer la canicule, enfin je sais pas, je prends des sujets, est-ce que tu vois des champs? Bon, j'ai tendance à penser que c'est plus les branches qui sont prometteuses de nouveaux champs de négociation. De ton point de vue, tu penses quoi sur, justement, moi je trouve que le plus grave dans la période récente, c'est quand même la remise en cause des grandes négociations de branches. La négociation est devenue beaucoup plus une négociation de gestion. Ça, c'est l'effet depuis le début des années 80. On est passé d'une négociation d'avantages supplémentaires et de grands principes à une négociation de gestion. Donc, ça est largement descendu dans les entreprises et dans les branches. Ce qu'on peut regretter de l'évolution contemporaine, c'est qu'on a de plus en plus écarté la branche au profit de l'entreprise. Donc, la première chose à faire, c'est de revaloriser la branche. Ça tient à la hiérarchie des normes entre les branches et les entreprises. Est-ce que tu peux expliquer la hiérarchie des normes? Oui. Parce que tout le monde ne connaît pas. Il y a un principe fondamental en droit du travail depuis les années 60, 50, 60, qui est le principe de faveur, qui veut que, en cas de conflit de normes, si on a un conflit de normes entre un accord interprofessionnel, un accord de branche, un accord d'entreprise et le contrat de travail, on va appliquer la norme la plus favorable aux salariés. Exemple, si vous avez une prime de vacances, une prime de 13e mois, une prime de licenciement qui est visée par la loi, la convention collective, le contrat de travail, on va systématiquement faire application de la norme la plus favorable aux salariés. En dernier recours, le juge, s'il est saisi de la question, il tranche et il donne, par application du principe de faveur, la norme, l'avantage le plus favorable aux salariés. Par les lois Macron. Ça a été remis en cause constamment et de façon linéaire, pour être tout à fait honnête, depuis le début des années 80. Ah oui. C'est à l'occasion, à la suite du second choc pétrolier, les premières dérogations à l'application très, très frontale et sans exception du principe de faveur, c'est les lois Auroux. Ça commence dès les lois Auroux. Parce que la pression du capital sur le travail est telle, avec la montée du chômage, que très vite, ça devient impossible de faire autrement. Mais la différence, c'est que toutes les années 80-90, la dérogation, elle est limitée à la négociation par rapport à la loi. Je prends un exemple, ce sont ce qu'on appelle les accords dérogatoires. C'est qu'on va dire, ce n'est plus la loi qui fixe d'autorité, par exemple, que le temps de travail est de 39 heures, 35 heures aujourd'hui, et qui se compte sur la semaine. Par accord, on peut annualiser, moduler le temps de travail, travailler par cycle, travailler de nuit, travailler le dimanche, bref, moduler différemment le temps de travail par accord collectif. Mais il faut qu'il y ait un accord. Ça, c'est la dérogation des années 80. Mais la différence, c'est qu'il faut un accord, premièrement, et deuxièmement, surtout, quand on observe l'évolution des accords dérogatoires, toutes les premières lois sociales des années 80, cette négociation, elle est réservée à la négociation de branche. Et les premières dérogations au temps de travail qui permettent l'annualisation, la modulation, c'est des modulations qui sont organisées, des souplesses qui sont organisées dans la gestion par la branche professionnelle. Et donc on conforte la branche. Les lois Aubry, qui sur les lois 35 heures permettent des annualisations, c'est des accords de branche. Non, les lois Aubry, elles arrivent plus tard, elles arrivent à la fin des années 98 et 2000, elles arrivent nettement plus tard. Ce sont des accords d'entreprise, mais qui doivent respecter le cadre fixé par la branche. Non, les grandes dérogations des années 80, c'est l'annualisation du temps de travail, c'est la modulation du temps de travail. Ce sont déjà des normes qui peuvent parfois être jugées défavorables aux salariés, mais qui sont largement encadrées par la branche. Et puis, à la fin des années 80 et des années 90, on va avoir un glissement dans la loi à peu près systématique. C'est que chaque fois que dans la loi, il est écrit qu'on peut déroger par accord de branche, on va ajouter virgule ou par accord d'entreprise et d'établissement. Et on généralise à partir de 88, 93, 95, on généralise le principe de la dérogation au niveau de l'entreprise et on ouvre le champ de la dérogation d'entreprise. Ça interroge aujourd'hui sur ce qui doit être le niveau de la dérogation et des contreparties à la dérogation. Mais aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on a fait
depuis la fin des années 90, des années 2000 et très massivement dans les dernières années, c'est qu'on a remis en cause le principe de la faveur, non pas entre la loi et la convention collective, mais entre la convention collective de branche et l'accord d'entreprise. C'est ça la nouveauté, c'est celle à laquelle tu fais allusion, je pense. C'est-à-dire qu'on a posé la règle maintenant que, sauf quelques exceptions, la règle, c'est l'entreprise. D'accord d'entreprise dérogeant, y compris dans un sens défavorable aux salariés, à la branche, on fait application de l'accord d'entreprise. Aujourd'hui, si vous avez une prime de vacances qui est prévue par convention de branche et par accord d'entreprise, si une prime est signée moins favorablement dans l'entreprise, on va faire application de la prime de vacances moins favorable dans l'entreprise, ou si on la supprime purement et simplement dans l'entreprise. Or, l'entreprise, c'est le lieu potentiel du chantage à l'emploi pour des raisons évidentes. C'est que si je vous dis, moi, employeur, vous baissez votre prime, à défaut, j'en licencie 15, c'est un discours qui ne passe pas dans la branche, qui ne peut pas être tenu, qui n'a pas de réalité dans la branche. Si la branche ne permet pas ce verrouillage d'un certain nombre d'avantages, l'entreprise est évidemment le lieu d'une espèce de dumping. Donc tu es bien d'accord que si la gauche revient au pouvoir, un des premiers éléments à faire, c'est de refixer un cadre qui élargit à nouveau le champ du primat des accords de branche sur les entreprises pour refixer un premier élément de hiérarchie des normes plus favorable. Il est évident qu'il faut restaurer un niveau de hiérarchie beaucoup plus fort entre la branche et l'entreprise pour que l'entreprise ne soit pas le lieu sous la pression de la pression et du dumping qui se fait sur le dos des salariés, mais également, et je sais, Marie-Noëlle, que tu y es sensible, de la remise en cause des conditions de la concurrence entre entreprises à l'intérieur des mêmes branches, parce que, d'une certaine manière, le législateur a offert au patronat la possibilité de régler les problèmes de concurrence à l'intérieur même des secteurs professionnels par la remise en cause, en jouant sur le niveau de garantie des salariés, qui est devenu un levier de compétition entre entreprises. Donc ça me paraît un point important. Avant qu'on passe sur les nouveaux pouvoirs aux salariés, est-ce que tu peux nous expliquer aussi l'importance de l'unification des structures de représentation des salariés et la fameuse disparition, entre guillemets, relative mais quand même ressentie, des CHSCT. Alors après une période de tâtonnement, jusqu'à avant 2017, dans les années qui ont précédé l'arrivée de Macron au pouvoir, on avait déjà permis, il faut bien le dire, de mettre en place des délégations uniques du personnel, par accord, au-delà d'un certain nombre de salariés, sans accord, je dois bien le dire, par le pouvoir unilatéral de l'employeur, en dessous de 200 salariés, des délégations uniques du personnel qui regroupaient délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT. Donc on a ouvert la voie, CHSCT, comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, c'est-à-dire l'équivalent du comité d'entreprise, non pas sur les questions de régulation économique, mais sur tous les aspects santé, sécurité, conditions de travail, un des grands acquis des lois Auroux de 1982. Qui a joué un rôle très important dans la lutte contre les accidents du travail, essentiel. Et d'ailleurs aussi sur les conditions de travail. C'est-à-dire que c'est là qu'on a commencé à prendre en compte véritablement les conditions de travail, la santé, la sécurité, l'hygiène qui était très importante au début des années 80. On ironise parfois là-dessus, mais c'est absolument essentiel dans les entreprises, c'est jamais dissociable de la sécurité et de la santé, bien évidemment. Donc, on doit bien relever qu'il était possible de remettre en cause cette pluralité d'instances de représentation du personnel dans les années qui ont précédé 2017. Mais avec l'élection d'Emmanuel Macron et les fameuses ordonnances de septembre 2017, on a supprimé purement et simplement les instances anciennes. C'est pas une fusion d'instances comme j'entends souvent. Parce qu'une fusion d'instances, je dis souvent ça à mes étudiants, ça laisse entendre qu'on aurait maintenu toutes les prérogatives entre les mains de l'instance nouvelle. C'est pas le cas. On a supprimé purement et simplement les instances anciennes. Il n'y a plus un mot dans le Code du travail sur le CE, le comité d'entreprise, les délégués du personnel, le CHSCT, comité d'hygiène, sécurité des conditions de travail. Il n'y a plus qu'un comité social et économique. Et c'est faux de dire qu'il a été institué à droit constant et qu'on a repris toutes les prérogatives des instances anciennes. Je pourrais multiplier les exemples où on n'a pas repris
toutes ces prérogatives et attributions des anciennes représentantes du personnel. Et puis surtout, on avait un CHSCT au moins pour aller vite dans les entreprises de plus de 300 salariés. On avait un CHSCT dont la finalité était de ne travailler que sur la prévention de la santé, de la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises. Cette instance, elle a purement et simplement disparu partout. Et on dit souvent qu'elle est remplacée par une commission, santé, sécurité, conditions de travail, la fameuse CSSCT. Alors là, je voudrais dire très clairement qu'une commission du CSE, du comité, ne remplacera jamais un comité. Avec des prérogatives légales. Pour une raison essentielle, c'est qu'un comité, c'est une personne morale. Un comité, ça rend les avis, ça diligente des expertises et ça peut saisir le juge, parce qu'il faut la personnalité morale pour avoir ces attributions. Une simple commission du comité, elle ne peut pas patrimonialiser, ça c'est certain, elle ne peut surtout pas rendre des avis, elle ne peut pas décider d'expertise et surtout elle ne peut pas saisir le juge. Donc c'est une simple commission. J'ajoute ensuite, ça c'est très important, que très souvent vous aviez un comité d'entreprise ou des comités d'établissement à un niveau assez large pour gérer les grandes questions économiques dans les entreprises, mais vous aviez, et l'inspection du travail pouvait l'imposer, des périmètres de CHSCT et de délégation du personnel, mais surtout de CHSCT plus petits, c'est-à-dire que vous aviez plusieurs CHSCT dans le périmètre d'un comité d'entreprise et d'établissement. C'était le cas dans plein d'endroits, dans beaucoup de grandes entreprises. Qui étaient liés au site. Voilà, vous pouviez avoir par accord ou même sur décision de l'inspection du travail des CHSCT de site, exactement, avec un découpage social plus petit que celui des comités d'entreprise et d'établissement. L'avantage de pouvoir vraiment traiter les problèmes concrets. Et c'est sans doute l'une des principales conséquences de la disparition des CHSCT, c'est qu'on a perdu cette proximité, puisque maintenant, comme il n'y a plus que le CSE, tout est au périmètre du CSE. La seule chose qu'on a mis en place dans la loi, c'est la possibilité de mettre en place des représentants de proximité au niveau des sites. Et vous avez cette instance magnifique dans la loi qui sont les représentants de proximité, qui existent, qui peuvent être créés par accord et uniquement par accord, pas sur décision administrative, il faut un accord, et surtout qui a le caractère exceptionnel de n'avoir pas la moindre attribution dans le Code du travail, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des représentants de proximité mis en place par accord, mais les attributions ne sont que celles qui sont prévues par l'accord, c'est-à-dire qu'il faut un accord avec l'employeur pour la mise en place et pour leur donner des attributions. Oui, donc effectivement. Alors peut-être c'est le moment pour terminer cette première partie, que tu nous dises un peu comment, parce que ce système a aussi réduit considérablement le nombre de syndicalistes en responsabilité. Donc les moyens des syndicats en termes de permanents syndicaux, en termes de proximité du représentant syndical avec ses salariés, avec les salariés. Donc quelle analyse tu fais de l'état du syndicalisme aujourd'hui, de comment il faudrait le renforcer? Est-ce que tu vois la manière dont... Alors, c'est ambivalent, parce qu'on a bien vu au moment des retraites que les Français avaient quand même trouvé utile qu'il y ait des syndicats. Et l'union syndicale avait pesé, l'unité syndicale avait pesé dans le rapport de force. On n'est pas la même chose. On nous dit toujours, oui, il y a moins de syndiqués qu'en Allemagne. Bon, je passe les détails sur les Belges, où pour avoir une mutuelle et pour avoir des droits... Ça, tu peux peut-être l'expliquer. En France, on a des droits, même si on n'est pas syndiqué, et ce n'est pas le cas partout. Donc, comment tu vois l'état du syndicalisme français et la manière de le consolider? Alors d'abord, on a remis en cause le pouvoir syndical et le nombre d'heures de mandat syndical, pour parler clairement, dans l'entreprise et dans le pays de façon générale, par deux leviers. Le premier, j'y reviens pas, c'est la suppression des CHSCT. Si vous supprimez une instance et même les délégués du personnel, par définition, vous supprimez toute une série de mandats et donc le nombre de salariés qui sont en mandat dans les entreprises, et bien évidemment. Et puis la deuxième, alors ça a l'air technique, mais toutes les organisations syndicales et les représentants du personnel savent que ça ne l'est pas et que c'est déterminant, c'est qu'on a posé la règle que les suppléants au comité ne siégeaient plus de droit dans les instances. Donc en 2017, tous les suppléants sont certes toujours en mandat, par définition ils ne sont que suppléants, donc ils n'ont pas de crédit d'heure de délégation, et puis surtout, ils n'assistent plus aux réunions. Oui, donc quand on n'assiste plus aux réunions, on est au courant de rien. La vérité, c'est qu'ils ne servent qu'à remplacer ponctuellement ou plus structurellement des titulaires absents. Quand c'est structurellement, ils peuvent évidemment
se faire à leur mandat, s'y former et progressivement être utiles. Quand ils remplacent sinon, ponctuellement, bien ils sûr. arrivent en réunion, ils sont au courant de rien, ils le disent tous. Et la loi a été corrigée au dernier moment en disant qu'ils doivent quand même être destinataires de l'information qui est donnée au comité. C'était même pas dans les versions initiales de la loi. Donc tous les suppléants sont sortis des instances, ça a affaibli considérablement le syndicalisme. Le deuxième volet de ta question, c'est comment on peut valoriser les syndicats et est-ce qu'ils sont véritablement faibles en France. On est dans un pays où il n'y a que des coups à prendre à être syndiqué et à s'engager syndicalement. Il faut quand même le noter, ça. Je m'amuse toujours quand on dit qu'il y a 90% de syndicalisation en Europe du Nord, en Scandinavie ou en Allemagne et à peine 7 chez nous. Je trouve que c'est beaucoup 7 en France au regard de ce qu'est la situation de quelqu'un qui veut s'engager syndicalement. Il n'y a que des coups à prendre, des situations de discrimination syndicale qui sont quand même très très très, très répandues, de discrimination syndicale qui prend la forme d'une modération salariale à l'échelle d'une carrière. On pourra en reparler, c'est absolument massif dans ce pays. Mais surtout, je rappelle qu'on est dans un pays, parce que ça c'est la loi républicaine à la française, où on bénéficie des conventions et accords collectifs, qu'on soit syndiqué ou non. Il n'est impossible, constitutionnellement, à ce jour, dans la loi, de réserver le bénéfice d'un quelconque accord, convention, accord collectif à un salarié en fonction du fait qu'il soit syndiqué, adhérent du syndicat signataire ou non. Correct. Alors, on est très attaché à ça, parce que c'est notre C'est conception l'égalité française de républicaine. l'égalité républicaine, et revenir là-dessus, ça pose d'innombrables difficultés. Je ne dis pas du tout que je suis pour, ni qu'on est autour de cette table. Mais, quand même, il faut dire aux détracteurs du syndicalisme français que si vous fixiez la règle dans la loi française que pour bénéficier des conventions de branche dont bénéficient 98% des salariés de ce pays, il faut être adhérent des syndicats signataires, mais je pense que dans les 6 mois, vous auriez 90% de syndicalisation dans notre pays également. Ça pose une autre question qui est très intéressante, c'est que si on va au bout de la logique, ça veut dire qu'il faudrait réserver le bénéfice de telle ou telle convention collective à des salariés en fonction de leur syndicalisation. Ça a toujours été considéré en France comme une entorse au principe de la liberté syndicale, parce que la liberté syndicale en France, ça a toujours été au moins autant celle de ne pas se syndiquer que celle de syndiquer. Il y a des pays où vous êtes à peu près, sans rentrer dans les détails, obligé de vous syndiquer dans un certain nombre de secteurs professionnels. En France, ça n'existe pas. Et puis en plus, c'est la diversité syndicale. Si tu as un syndicat qui signe et l'autre qui ne signe pas, quel est le bénéficiaire? Donc là, franchement, ça c'est pas un C'est système. pas la culture Mais française. c'est important de l'expliquer parce que c'est pas parce que le français n'aime pas de syndicat par nature. En fait, ailleurs, tu es quasi obligé de te syndiquer si tu veux bénéficier des avantages sociaux. Ça, je pense qu'il faut le dire à nos concitoyens qui ne le savent pas tous. Et c'est Bernard Thibault, ancien patron de la CGT, avec qui je parlais l'autre jour, qui me disait qu'il avait rencontré les leaders syndicaux allemands, qui leur disaient à lui, il faudrait qu'on ait le niveau de syndicalisation allemand et le niveau de mobilisation syndicale français. Et c'était très juste, ça répond à ta question, parce que on a une capacité vu le faible taux de syndicalisation, le niveau de mobilisation syndicale qu'on est capable d'obtenir avec un pluralisme syndical, un émiettement syndical et une syndicalisation faible est quand même assez exceptionnel. Donc il faut regarder tout ça de près, mais les salariés du Nord ne se réveillent pas, ne naissent pas avec une fibre syndicale. Et d'ailleurs, il c'est un n'est peu pas plus compliqué certain, que ça. dans la longue durée récente, qu'ils aient beaucoup été, sauf ceux qui avaient peut-être la codétermination, on y reviendra, et qu'ils aient été beaucoup plus d'avancées sociales que les syndicats français. Hein. Non. J'ai pas l'impression. Donc, on peut peut-être passer, tu veux, Carole, poser la question sur le pouvoir des salariés dans l'entreprise? Oui, deuxième temps de cet échange. L'enjeu, c'est d'agir, de se demander comment faire et comment redonner toute sa place aux salariés au sein de l'entreprise aujourd'hui, malgré ce qu'on vient de dire sur le poids du capital, sur quand même un syndicalisme français très singulier. Donc voilà, si on essayait, Étienne, peut-être d'identifier à différents niveaux, peut-être dans un premier temps au niveau de la protection individuelle, puis après de la citoyenneté dans l'entreprise, et la participation, voilà, si on essayait de séquencer ensemble comment redonner ce pouvoir d'agir aux salariés, quelles seraient les portes d'entrée et les propositions? Bon, alors il y a des questions de protection individuelle, élémentaire, et puis il y a des questions de participation des salariés à proprement parler, c'est-à-dire comment les salariés prennent
qui sont leur évidemment part, prennent leur part à la décision d'entreprise. J'imagine que ça va être l'essentiel de notre propos parce que c'est quand même l'avenir de ce que doit être une proposition de gauche. Mais enfin, il ne faudrait quand même pas oublier les éléments de protection individuelle élémentaires qui me paraissent essentiels. La disparition des CHSCT, ça a évidemment conduit à une moindre prévention de toutes les conséquences néfastes sur la santé, la sécurité, les conditions de travail des salariés, des mesures d'entreprise. Donc, je ne vois pas comment une proposition de gauche ferait l'impasse sur la restauration d'une instance de représentation du personnel chargée spécifiquement de la question de la santé, de la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et qu'on ne relègue pas cette question à une simple commission du CSE, comme je l'ai dit. Il y a évidemment des questions qui doivent être portées sur les conditions de travail, sur la durée du travail. La question de la durée du travail, elle doit être posée. On doit avoir une proposition sur la durée du travail. Il y a beaucoup de gens, et non des moindres aujourd'hui, y compris dans le champ libéral, j'en entends parfois, qui disent que c'est inévitable de continuer à réduire la durée du travail. On doit avoir et si on a une réflexion sur cette question, elle ne doit pas se cantonner à un objectif, elle doit être portée sur les modalités de cette réduction du temps de travail, parce que là je ne suis pas sûr que tout ce qui a été fait par le passé, qui répondait à une situation à un moment donné, soit exactement ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est à l'échelle de la vie qu'il faut raisonner, est-ce que c'est et c'est surtout totalement indissociable de la prise en compte de la pénibilité du travail. C'est quand même extraordinaire que je crois ce qui est, à mon sens, la seule grande avancée sociale du quinquennat Hollande, qui est le compte pénibilité, ait été complètement remis en cause par Macron, quasiment totalement remis en cause. Est-ce que la raison de sa remise en cause n'est pas liée à son hyper-individualisation ? Parce que c'est-à-dire, à partir du moment où tu commences à dire pendant combien d'années il a porté des sacs, des machins, est-ce qu'il n'est pas plus, entre guillemets, plus simple, et forcément un peu plus arbitraire, mais de dire certains métiers, quand tu es dans telle branche, dans tel métier, telle qualification, tu considères que tu es dans un métier pénible, quitte à mettre des graduations, pénible 1, pénible 2, pénible 3. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que il faut quand même bien reconnaître que pour les chefs d'entreprise, c'était, même si on a des logiciels contemporains, c'est quand même hyper compliqué. Et deuxièmement, en individualisation de la méthode, tu perds un peu l'idée des branches, il y a des métiers pénibles, d'autres pas, enfin, avec une espèce de solidarité sur les métiers pénibles. Je pense que sur ce sujet de la pénibilité, moi personnellement, je privilégierais les accords de branche pour définir le cadre de la prise en compte de la pénibilité. J'entends bien l'intérêt de restaurer la branche, y compris là-dessus. La difficulté, c'est que les branches regroupent des entreprises qui sont quand même de nature très différentes, avec des secteurs d'activité très différents, et surtout une classification de branches. Il ne faut pas avoir une classification, différentes classifications en emploi, en métier. Il ne faut quand même pas imaginer que tous les gens qui remplissent un niveau de classification dans la grille de blanche font exactement la même chose. Parfois, ils font des choses qui n'ont strictement rien à voir. Il y a des travaux de magasiniers qui sont beaucoup plus pénibles que d'autres. Il y en a qui sont épouvantables, d'autres qui ne le sont pas. Le choix a été fait, mais moi, je ne dis pas que la situation était... En même temps, tu vois, le patronat s'en est énormément plaint, et on peut faire mieux. Voilà. En tout cas, il me semble que ça, en effet, sur la pénibilité, parce qu'on a aussi tout le stress maintenant, le burn-out, les emplois, le télétravail et tout ça, qui sont... Alors, sur le télétravail, justement... Là-dessus, juste, mon sujet, c'est surtout de dire que c'était intéressant de lier la réduction, la durée du travail et l'éventuelle réduction du temps de travail à la question des conditions de pénibilité. Tu as raison. Est-ce que ce sont des temps de repos? C'était quand même la proposition de François Hollande avec le compte pénibilité. Des temps de repos à intervalles réguliers au cours de la vie. Est-ce que c'est pour partir plus tôt à la retraite? Est-ce que c'est pour apprendre un congé sabbatique et souffler à un moment? Est-ce que c'est pour alléger son temps de travail sur la semaine? Je pense qu'un peu plus de souplesse dans les modalités d'aménagement d'une réduction de la durée du travail en lien avec la pénibilité des métiers, et je crois l'optique qui sera intéressant dans la négociation. Tu as raison, c'est un des points tout à fait importants, avec par ailleurs de plus en plus le phénomène de tous ces emplois de service avec des coupures, des trucs comme ça, et on le voit dans la restauration. La faible attractivité des contraintes dans la restauration devrait faire un de ces
la réduction du temps de travail et sa réorganisation un élément déterminant pour rendre ces métiers à nouveau attractifs. Donc, tu dis les premiers échelons, négocier des protections individuelles mieux garanties. Deuxième échelon, renforcer la citoyenneté dans l'entreprise. Oui, on a un peu trop vite considéré que cette question des libertés dans l'entreprise, elle était derrière nous. Je pense que c'est extrêmement important de garder une ambition. Moi, je rappelle toujours cette phrase merveilleuse de Jean Auroux en 82, qui avait dit de mémoire l'entreprise ne doit plus être le lieu du bruit des machines et du silence des hommes. Elle est quand même merveilleuse, cette exactement. phrase. Elle est quand même extraordinaire, je pense qu'elle garde toute son acuité. On a eu une loi intéressante récemment sur les lanceurs d'alerte, qui pose quand même un principe de liberté et de protection accrue des salariés qui remplissent les conditions de lanceurs d'alerte. Sans rentrer dans les détails de la technique juridique, ça protège largement, je le vois dans pas mal de dossiers, les lanceurs d'alerte. On doit être capable de faire en sorte que la liberté d'expression ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Et comme toutes les questions de liberté fondamentale, elles sont à remettre toujours sur le métier parce que les techniques évoluent. Je pense à une chose, par exemple. Vous avez un sujet que je qualifie moi de tarte à la crème aujourd'hui du patronat qui est celui de la confidentialité des informations données aux représentants du personnel. Alors, c'est un sujet qui devient absolument infernal. Le RGPD, le règlement général des politiques publiques européen, vous savez, est aujourd'hui exploité à toutes les sauces par un certain nombre d'employeurs qui expliquent que quelles que soient les informations qui sont données aux représentants du personnel, tout est confidentiel et qu'on ne pourrait rien utiliser du tout. Oui, c'est le grand nouveau levier qui est exploité par le patronat pour museler les salariés et leurs représentants et les empêcher de peser dans les entreprises. C'est un exemple, c'est une liberté d'expression et c'est directement corrélé avec ce que j'appelle le respect des libertés fondamentales. Justement, il me semble qu'il y a un travail à faire pour élargir le champ de l'obligation d'information qui va de pair avec la liberté. Je prends un exemple, les prix de transfert. On sait aujourd'hui, parce que maintenant on a multiples exemples, que quand une grosse entreprise étrangère veut à terme piller une boîte française, soit pour la fermer en ayant pris tout ce qu'elle pouvait prendre en brevet, en machin, soit pour des raisons d'équilibre de sa société mère, on a finalement une très faible information des salariés sur les prix de transfert, la manière dont ils sont calculés, est-ce qu'ils sont justes ou pas justes. Moi, j'ai toujours plaidé, parce que j'ai vu plein d'exemples, je pourrais en donner 25, j'ai toujours plaidé, j'ai vu ça notamment avec les syndicats de cadres, parce que souvent, les cadres maîtrisent mieux les calculs des prix de transfert, etc. Ils ont vu leur entreprise se vider par des prix de transfert surévalués. N'étant pas informés correctement, ils la prenaient souvent par la bande et a posteriori. D'ailleurs, le fisc lui-même se trouvait spolié, puisqu'on avait vidé de l'entreprise française des richesses qui auraient dû être taxées correctement. Donc moi, il me semble que l'obligation d'informer les prix de transfert pour les représentants des salariés, avec le comment on le calcule, devrait être un élément qui ne fait pas partie du droit des affaires. Parce qu'en plus, c'est de la souveraineté nationale. La même chose sur les transferts de brevets. Il faut que quand il y a transfert de brevets d'un site français, d'une entreprise à une autre, ou un autre site, ça devrait devoir être obligatoirement informé les salariés. Parce que quand tu enlèves les brevets d'une entreprise, eh ben, tu la fragilises à terme en termes de capacité, de modernisation, de rebond, etc. Alors, en termes d'information, il y a aussi ce qui ne procède pas de l'entreprise toute seule. Je prends l'exemple d'Alstom. On vous rappelait l'histoire General Electric Alstom. Il y a eu un accord signé entre le gouvernement, ils avaient fait le truc Montebourg ou je sais pas quoi, et ils ont dit, l'État, General Electric a pris des engagements. Il a dit, ben oui, on s'engage, on va garder, par exemple, il y avait comme engagement de ne pas transférer les centres de décision en Suisse, qui était un truc qu'on voyait venir. Eh bien, ils n'ont pas tenu leurs engagements. Et comme en plus les salariés ne connaissaient pas, alors il y a un droit d'oubli, on leur a donné un texte, mais tout était stabiloté en noir,
de ce qui était important. Donc, ils n'avaient aucune capacité à vérifier que les engagements pris avaient été tenus. Évidemment, le temps que le gouvernement et Bercy se sortent la tête de l'édredon pour voir de quoi ils retournaient, c'était trop tard, tout s'était déjà barré, etc. Donc, sur tous ces sujets qui sont quand même des sujets vitaux pour l'avenir des entreprises dans le monde actuel, il me semble que là, il y a une obligation d'information à promouvoir, voire, dans certains cas, et ça nous amènera à une question qu'on traitera tout à l'heure, quel est le pouvoir éventuellement de veto ou d'obligation de négocier pour que il y ait une nouvelle organisation dans l'entreprise qui fasse que le salarié et le capital aient au moins des terrains où ils doivent ensemble travailler à l'avenir de l'entreprise. Alors, oui, ça va être une bonne transition avec la participation des salariés, parce qu'on a des vraies difficultés d'accès à l'information dans les entreprises, c'est sûr. Mais je tiens à dire ici que quand on mène la bataille, mais encore faut-il être outillé pour le faire, la jurisprudence nous suit, on est largement soutenu par le juge. L'information dont tu parles, les prix de transfert, moi je négocie des PSE, l'essentiel de mes journées, je les obtiens, les prix de transfert, mais parce que je m'organise avec... D'abord, je les obtiens au moment du PSE. Il y a quand même des possibilités. Non, il est possible de les obtenir, y compris dans l'expertise sur la situation économique et financière de l'entreprise qui est diligentée chaque année. Encore faut-il avoir des élus qui désignent les experts, qui demandent précisément aux experts de faire la lumière sur ces prix de transfert et sur ces rapports financiers dans l'entreprise. Mais pourquoi obligatoire de transmission d'informations, au moins pour des grosses entreprises? Elle est pas obligatoire, mais le simple fait que on pourrait avancer dans le cadre de l'obligation. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est important de relever, je crois, c'est le nombre de comités auxquels on dit d'autorité, c'est contraire à la confidentialité des informations économiques et financières, et donc vous les aurez jamais. Il y a trop de comités qui se laissent faire, je crois, et qui acceptent de se soumettre à ce diktat de l'entreprise qui les empêche concrètement d'avoir accès à l'information. Tu vois, délégué syndical, et donc... Mais quand on va chercher ces infos, on peut les obtenir en expertise. PSE, évidemment, tu vas me dire que c'est trop tard, c'est vrai, au moment des restructurations d'entreprise également, et puis également en amont, dans le cadre de l'examen économique et financier de l'entreprise. Si on veut que les syndicats, parce que c'est comme toujours l'ambiance dans une entreprise, si c'est obligatoire de le faire transmettre, quitte à trouver le lieu où il faut de la formation correcte. Si c'est obligatoire, le syndicaliste qui va demander, si je puis dire, il n'est pas dans le collimateur. Tandis que là, tout est toujours rapport de force, même là où ça ne devrait pas. Il y a des endroits où il faut du rapport de force, pour le salaire, pour machin. Mais quand même, la transparence des données fondamentales de l'entreprise qui influent sur son avenir, celui des salariés et au passage celui du pays, il me semble qu'on pourrait faire un espèce de petite listing, sans tomber dans du reporting à la maboule, qui nous permettent quand même de mieux. Parce que le nombre de salariés que j'ai rencontrés, de syndicalistes, qui ont eu l'impression que ça leur tombait dessus, tu vois, sans qu'ils l'aient vraiment suffisamment vu venir, ou alors, voilà. J'entends l'argument, mais la liste des informations économiques et financières qui doivent être obligatoirement transmises au comité d'entreprise, si tu la voyais, tu serais sans doute impressionné. Elle est déjà considérable et elle n'est pas respectée du tout. Donc nous, on sait qu'on peut aller l'obtenir en justice et grâce aux expertises. Les CSE qui s'en donnent les moyens peuvent le faire. Elle existe déjà dans la loi. Et s'il n'y a pas d'expertise diligentée, les comités ils sont largement privés de cette information qui est pourtant obligatoire, mais il faut évidemment renforcer cela. Je dis ça parce que tu vois, il faut bien expliquer à nos concitoyens que souvent les meilleurs défenseurs de l'avenir des entreprises et de leur non-délocalisation, de leur maintien sur le territoire national et le territoire local, c'est souvent les salariés. Et il faut les mettre en situation de pouvoir être reconnus dans cette fonction, si je puis dire. Parce que ça change aussi la culture syndicale. Tu n'es pas le même syndicaliste si tu te sens avoir simplement à défendre tes intérêts, ce qui est quand même tout à fait légitime,
mais aussi une part de l'intérêt général, tu vois. Ça me paraît culturellement important. J'ai travaillé sur l'intelligence économique, c'est la même chose. Ils voient des fois les salariés passer le train de l'intelligence économique. Alors ça, je ne suis pas sûre que ce soit dans l'entreprise qui serait le mieux entendu. Mais il n'y a même pas en France un lieu où le syndicaliste a des doutes sur la manière dont on essaie de piller son entreprise ou acheter à la découpe tel et tel truc, où il peut au moins signaler qu'il a une présomption d'inquiétude, tu vois. Donc, parce que culturellement, c'est important, à mon avis, de faire du salarié français un des acteurs du Made in France, de la modernisation de ce pays, etc. Bon, je t'ai coupé. Tu nous dis donc justement sur on en était sur la citoyenneté. Et la participation des salariés à la vie, voilà. à la vie des entreprises. Alors, il existe maintenant depuis 2013 un droit à la participation des salariés, à les administrateurs salariés dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance des grandes entreprises. On a un système qui est très faible en France, qui reste très faible par rapport à ce qui se fait. Oui, il faut augmenter Alors, il est très faible sur le nombre, 1 ou 2 dans les plus grandes entreprises, 1 ou 2 administrateurs salariés. Il est faible, alors c'est plus faible que ce qui se fait en Europe du Nord, c'est plus faible que ce qui se fait en Allemagne, c'est plus faible que ce qui se fait, que ce qui se fait même dans pas mal de pays d'Europe centrale. Donc on est très faible. Mais ce n'est pas la simple particularité. Une des particularités françaises, c'est qu'on est le seul pays dans lequel la qualité d'administrateur salarié est incompatible avec celle de représentant du personnel syndical. C'est-à-dire qu'en France, l'administrateur salarié ne doit pas être un représentant du personnel syndical et ils peuvent être évincés directement parce que on considère en France, ça a été la tradition, de distinguer la revendication et la représentation des salariés sur les conditions de travail et les garanties sociales d'une part, et la participation aux organes de direction dans l'entreprise. Donc, à vouloir donner des prérogatives aux salariés qui ne passent pas par les représentants du personnel des syndicats, on crée une espèce de front entre la représentation au sens revendication et puis la participation au sens engagement dans la vie des entreprises. Ça n'existe pas en Allemagne, ça n'existe pas dans l'Europe du Nord, et ça n'existe pas dans tous les pays dans lesquels... Donc il faudrait évidemment revenir aux deux. Et moi, je pense qu'une des propositions et un des engagements forts qui devrait être porté par la gauche au pouvoir, c'est de dire qu'il n'y a pas d'opposition entre la revendication, la représentation et la participation à la direction des entreprises. Que tout ça, c'est un bloc. Il n'y a pas d'action et de prise de participation sans que ce soit appuyé sur la revendication et la représentation. C'est la même chose. La revendication elle-même, elle doit aussi être pensée par les salariés au regard de ce qu'ils savent sur l'avenir des entreprises et du développement. Mais ce seront toujours les représentants du personnel et syndicaux et eux seuls qui auront accès à l'essentiel des informations de l'entreprise. C'est même pas... On a plus d'éléments d'information dans les expertises diligentées par le CSE dans les entreprises que dans les conseils d'administration. On sait très bien que dans les conseils d'administration. Alors là, l'enjeu de la confidentialité est beaucoup plus compliqué dans les conseils d'administration. Pourquoi ? Parce que dans les conseils d'administration, on est renvoyé au règlement intérieur du conseil d'administration qui prévoit systématiquement que les représentants du personnel, les administrateurs salariés, sont limités et sont soumis à une obligation de confidentialité renforcée sur laquelle la jurisprudence est beaucoup plus tâtonnante. Alors que quand on obtient les informations par les représentants du personnel dans l'entreprise, on ne peut pas nous opposer la confidentialité de la même manière et qu'on peut beaucoup plus exploiter les données. Donc, je suis d'accord pour qu'on renforce le nombre de représentants, d'administrateurs salariés. Je suis favorable à ce qu'on fasse en sorte qu'ils puissent être, et ils le seront alors à peu près mécaniquement, des représentants du personnel dans l'entreprise et qu'on remette en cause les conditions de confidentialité auxquelles ils sont soumis. Je voudrais en même temps qu'on soit lucide sur le fait que on ne va pas partager complètement le rapport entre le capital et le travail dans les entreprises. Je constate que même les pays qui étaient les plus avancés, je pense évidemment à l'Allemagne, dans la codétermination des conditions de travail, la cogestion à l'allemande, la cogestion, je ne suis pas un spécialiste du droit allemand, mais elle a considérablement reculé. Et le nombre de champs qui ont échappé à cette cogestion se sont carrément développés. Et donc, ce n'est pas la panacée. C'est important de le faire, il faut le faire, mais je trouve que ce n'est pas le principal levier qui permettra de conforter la place des salariés et de leurs représentants dans l'entreprise. Je constate, pour ma part, que
là où on pèse et où les organisations syndicales, les représentants du personnel pèsent dans l'entreprise, c'est chaque fois qu'ils parviennent à déporter des sujets qui sont aujourd'hui à la main de l'entreprise, des sujets qui relèvent de la décision unilatérale de l'entreprise et qu'ils les déportent dans le champ de la négociation collective. Je prends un exemple qui a l'air technique mais qui est important. Pour toute une série de domaines dans le Code du travail, il est écrit « à défaut d'accord, l'employeur peut ». C'est vrai pour les astreintes, c'est vrai pour le télétravail, c'est vrai pour le découpage social de l'entreprise, c'est vrai pour toute une série de dispositions d'organisation du temps, de la durée du travail. La jurisprudence, le Code prévoit à défaut d'accord, l'employeur peut unilatéralement. On a une cour de cassation, on n'en parle jamais de ça, mais c'est quand même, heureusement qu'elle est là, la chambre sociale de la cour de cassation, qui se met à juger systématiquement que quand le Code du travail est rédigé de cette manière-là, les organisations syndicales peuvent exiger qu'il y ait une négociation préalable. Parce que c'est une chose de dire à défaut d'accord, l'employeur peut, mais si c'est pour dire qu'il peut directement passer par la voie unilatérale en disant il n'y a pas eu d'accord, évidemment, nous ça fait longtemps qu'on porte cette ambition et le juge commence, et la Cour de cassation, pas n'importe lequel, véritablement à nous suivre. Chaque fois qu'il est écrit comme ça dans le Code du travail, on peut exiger une négociation préalable. Ça change tout, ça. Ça veut dire que quand l'entreprise arrive avec une proposition de télétravail, on peut lui dire, hop, on commence par négocier, vous revenez à la table des négociations et on verra ensuite si la négociation n'aboutit pas. Même chose sur les astreintes, même chose sur le découpage social des entreprises, qui est important, combien de CSE, à quel niveau, etc., tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, je pense que dans la lignée de cette jurisprudence, il est essentiel que le législateur, et là je pense que c'est le rôle du politique, fasse basculer toute une série de questions du champ de la décision unilatérale de l'entreprise au champ de la négociation collective, et que je constate que quand c'est le cas, on pèse beaucoup plus fortement, à mon avis, parfois même plus que quand on a des administrateurs salariés qui sont associés à la décision d'entreprise. C'est notamment le cas pour les PSE. Et je voudrais le dire ici quand même, la loi de 2013 elle ne vient pas du ciel, hein, elle vient d'un accord national interprofessionnel de 2013 qui a été signé par 3 syndicats nationaux représentatifs au plan national sur 5. Cette loi, elle a été décriée par certains, mais le fait qu'elle procède d'un accord national interprofessionnel, je constate quand même qu'elle n'est pas remise en cause frontalement aujourd'hui. Sauf les prud'hommes, non, il n'y avait pas de ça, c'était pas ce sujet, mais le PSE, la réforme du droit du PSE, elle est quand même fondée sur l'idée suivante. L'entreprise peut présenter un PSE unilatéral, mais dans ce cas, il subira un contrôle renforcé de l'administration. S'il décide de négocier et qu'il parvient à la signature d'un accord, alors il peut bénéficier d'un contrôle restreint de l'administration qui ne va pas se mêler trop de l'accord. Et donc, on a aujourd'hui un levier très fort pour négocier des bons accords de PSE, à condition de s'en donner les moyens, qui est de dire, si vous voulez éviter le contrôle administratif, vous devez lâcher, pardonnez-moi l'expression, auprès des organisations syndicales, un bon accord de PSE. Mais tout ça n'est possible qu'à condition, alors c'est un peu technique, mais vraiment si on l'explique bien, ça n'est pas tant que ça, tout ça n'est possible qu'à la condition que le politique, et c'est son rôle, fixe un seuil de protection minimale élevé à défaut d'accord. Tout dépend de ça. C'est ce qu'on appelle le droit supplétif en l'absence d'accord. Alors le mot est un peu barbare et pas agréable, mais le droit supplétif en l'absence d'accord, c'est le niveau de protection que fixe le législateur à défaut d'accord. L'évolution contemporaine du droit du travail depuis une dizaine d'années, c'est quand même d'avoir considérablement étendu le champ de la négociation collective, notamment dans les entreprises, de la négociation sociale. Le Code du travail est articulé autour de ces idées, un champ de la négociation élargi et des dispositions supplétives qui ne s'appliquent en l'absence d'accord. Chacun doit comprendre que la capacité qu'on a à obtenir des bons accords dépend et procède directement du niveau de protection minimale fixé par le législateur à défaut d'accord, parce que c'est ça qui permet de dire au patronat. Quand vous rentrez dans une négo, c'est simple, hein, les employeurs et les syndicats se posent la même question, qu'est-ce qui se passe si je ne signe pas ? Bon, si le niveau de protection est bas, inutile de vous dire que le patronat ne va pas s'engager loyalement dans la négo, ne va pas lâcher grand-chose. Si le niveau de protection alternatif, supplétif à défaut d'accord est élevé, on est armé pour des bonnes négos. Et c'est là qu'est le rôle du politique, dans le supplétif en l'absence d'accord. J'ai bien compris, moi qui suis une historienne, une historique pro-codétermination,
le volet français de la codétermination, ce serait le droit de veto du CE. Bon. Je comprends bien que le droit de veto ne peut pas être généralisé. Je pense en particulier au licenciement, qui est quand même un sujet compliqué, d'abord et compliqué pour le patronat et pour le syndicat, parce que à chaque fois, les salariés vont dire mais le droit de veto, mais il y a quand même des licenciements parfois nécessaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas des champs où on pourrait commencer à ouvrir un peu le droit de veto? Pourquoi je dis ça? Parce que culturellement, on est dans un pays où, quoi qu'on en dise, la culture du compromis dans l'entreprise peut exister, mais l'idée qu'il y a quand même une forme de pouvoir reconnu aux salariés, parce que l'entreprise, c'est eux quand même qui en font la richesse, me paraît quand même important dans la période où on a tendance à considérer que le capital est maître de tout. Donc, est-ce qu'on n'a pas des champs qu'on pourrait ouvrir avec des capacités de veto du CE? Et ça ne tue pas ton idée de négociation, ça met, si je puis dire, un épée de Damoclès autre que la volonté politique de fixer le cadre. Parce que là, tu es optimiste, tu crois que les politiques vont... Mais eux aussi, ils sont sous la pression des libéraux, bon, ils devraient résister, mais néanmoins. Est-ce que tu vois des champs qui pourraient être... Est-ce que la formation professionnelle? Est-ce que un certain nombre d'investissements sur la modernisation? On est un des pays où la robotisation est quand même faible. Est-ce que ça, c'est pas aussi un moyen de discuter de la modernisation de nos entreprises? Alors d'abord, je pense que au plan sémantique, plutôt que de parler de droit de veto qui à chaque fois fait réagir et crée une espèce de blocage dans la discussion, je pense qu'il est plus conforme de parler d'avis conforme. Il est plus opportun de parler d'avis conforme du comité et de dire que pour un certain nombre de décisions, on exigerait que le comité rende un avis conforme. Deuxièmement, je redis ce que je dis, mais parce que je pars de là, je pense que l'essentiel, c'est que si on met en place un avis conforme pour un certain nombre de décisions d'entreprise, l'obligation d'un avis conforme, c'est dans l'hypothèse où l'employeur passe unilatéralement un avis conforme, c'est pas sur un accord. Exactement. Et donc, ça ne peut être destiné qu'à permettre d'abord le renvoi à la négociation et d'armer la négociation, c'est-à-dire qu'on dirait sur un certain nombre de sujets à l'employeur, attention, si vous ne parvenez pas à un accord avec les organisations majoritaires, avec les organisations syndicales, le CSE pourrait bloquer parce que vous devriez recueillir son avis conforme pour mettre en œuvre la décision. Donc je pense que ça devrait être compris comme une modalité d'armement de la négociation dans l'optique de ce que j'ai décrit tout à l'heure. Ensuite, en effet, je pense que ce n'est pas forcément pour les PSE, on en parle toujours pour les PSE, mais pour tout un tas de raisons, ce n'est pas forcément pour les PSE que ce serait le plus opportun, parce qu'aujourd'hui, les PSE unilatéraux de l'employeur, c'est précisément ceux dans lesquels il y a des difficultés économiques, pour des raisons évidentes. C'est que quand il y a de l'argent et des PSE dans lesquels les entreprises, on négocie des super accords. Et les salariés partent avec des packages dont rêverait n'importe quel salarié licencié pour motif économique individuel dans tout le pays. Donc, tant mieux pour eux, mais franchement, la priorité sociale n'est pas sur les licenciements économiques dans les entreprises. Ça pose des difficultés industrielles, des difficultés politiques, macroéconomiques élémentaires, mais au plan social. On favorise le départ des entreprises en achetant les salariés, entre guillemets. Et on les achète et on part avec 3 ans de congé de reclassement et 2 mois de salaire par année d'ancienneté. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit toujours la priorité sociale, mais en tout cas ceux-là ils partent avec, ça crée des ruptures d'égalité qui sont quand même problématiques. Je ne suis pas sûr que ce soit pour les PSE que ce soit essentiel, mais effectivement que pour, je pense notamment quand il y a des difficultés économiques sur les plans de reprise. Les plans de reprise dans l'entreprise, aujourd'hui, j'y suis souvent confronté, le CSE en cas de plan de reprise de l'entreprise, en cas de redressement judiciaire avec un plan de reprise, pour le choix du repreneur, le CSE est parti en première instance devant le tribunal de commerce. Il est la seule partie qui ne peut pas faire appel de la décision du plan de reprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé qu'il reprenait, il n'y a que le CSE qui ne peut pas faire appel. Là, on dirait qu'il faut un avis conforme du comité pour la reprise de l'entreprise. Ce ne serait pas inintéressant parce qu'après tout, pourquoi est-ce que le CSE n'aurait pas un vrai droit? Et encore le pire, c'est quand on lui, c'est très bien, il sait bien, il connaît les repreneurs par les salariés eux-mêmes, qui souvent garantit davantage la pérennité de la boîte
que des reprises dont on sait que 2 ans après, les mecs... Exactement. Et puis là, en plus, l'intérêt, c'est que même s'il n'y a pas de comité, il y a quand même un représentant des salariés, une procédure avec la mise en place d'un représentant des salariés. Donc pour des décisions managériales, capitalistiques, dans les entreprises, dans le même sujet, je penserais plus à ça qu'au de PSE. certains services. La délocalisation se traduit souvent par des PSE, mais c'est trop tard. Ouais. Donc effectivement, le fait de délocaliser les entreprises, oui, je pense que ce serait plus adapté à des décisions de modification capitalistique ou de modification des contours des périmètres de l'entreprise, scission, absorption, au moment des procédures collectives, voire des décisions de mise en place de sous-traitance et d'externalisation d'activités. Oui, je pense que là, on pourrait singulièrement, c'est là que ce serait le plus opportun de renforcer le pouvoir du CSE. C'est là qu'on voit que le rôle des salariés n'est pas seulement, bien sûr, défendre leurs propres intérêts, mais d'être co-acteur d'une part de l'entreprise. Ça, je crois que culturellement, ça évolue. Et ça changerait le rapport aussi du patron aux salariés, quoi. Enfin, il faut espérer. Est-ce que tu vois d'autres points dans justement ces nouveaux pouvoirs Oui, moi, si on doit s'orienter vers une issue à cette discussion, moi je pense que ce qui est important de retenir pour la gauche, c'est que, si je suis un peu caricatural, il y a 2 écueils dans lesquels il ne faut pas tomber quand on veut mener une vraie politique de gauche qui parle aux salariés, qui parle aux organisations syndicales, parce que je ne vois pas comment on pourrait faire sans, et qui ne tombe pas dans les errements qu'on a connus par le passé. Bien sûr. On n'a pas parlé des PME. Mais ça mériterait peut-être une rencontre en soi. Mais ça me fait penser qu'il faudra peut-être qu'on te réinvite sur les salariés dans les PME. Sur les écueils dans lesquels on ne doit pas tomber. On a connu par le passé, et on l'a bien vu encore récemment, parce que entre la deuxième partie du quinquennat 2012-2017 et ce qui se passe aujourd'hui, il y a une continuité très très forte. Une conception de la démocratie sociale qui consiste à dire on va renvoyer aux partenaires sociaux le soin de se mettre d'accord. Macron, il vient maintenant un petit peu contraint et forcé par Bayrou, mais enfin, il n'a même pas fait spontanément beaucoup pendant le premier quinquennat. Mais enfin, admettons qu'il y vienne, et ça ne le dérangera pas trop, parce que par définition, si on dit aux représentants des employeurs et des salariés, vous vous mettez d'accord, et seulement dans l'hypothèse où vous vous mettez d'accord, je reprends les termes de votre accord, on l'a vu, le rapport de force est tel entre le capital et le travail que ce n'est pas une ambition sociale. C'est pas une ambition sociale, et je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple des retraites de Bayrou, qui a un peu corrigé quand même, qui a dit qu'à défaut d'accord, il y aurait un nouveau texte, c'est ce qui a été obtenu, il a quand même ouvert cette voie. Ça c'est un paritarisme béat, qui consiste à confier un joujou aux partenaires sociaux qui n'aboutira à rien d'autre qu'à des bricoles, et qui ne peut pas être une ambition sociale pour la gauche. L'autre écueil, je le dis ici, parce que ça me semble important de l'avoir à l'esprit, c'est l'illusion qui consiste à dire que toute la protection et la satisfaction du monde du travail va procéder d'une loi générale, uniforme et impersonnelle. D'abord, généralement, ceux qui présentent là, ça laisse entendre que ça a déjà existé dans ce pays. Je voudrais dire que ça n'a jamais été le cas. Je voudrais quand même dire que ça n'a jamais été le cas. Si on pense que les salariés étaient tous heureux dans les années 70, et même avant le second choc pétrolier, et dans les années 80, parce que la gauche était arrivée au pouvoir, c'est une fable. Donc, ça n'a jamais été le cas, et aujourd'hui, à l'heure d'une société qui, encore une fois, fonctionne de façon beaucoup plus horizontale, en réseau, avec des aspirations des salariés qu'on ne peut pas complètement nier, qui ne sont pas les mêmes qu'hier, avec beaucoup plus de mobilité dans l'emploi. Personne ne pense sérieusement qu'on va revenir à un seul régime de temps de travail dans les entreprises, dans toutes les entreprises de façon autoritaire. Je constate que ceux qui présentent ça se coupent du monde du travail et syndical, puisque même la CGT, qui signe 70% des accords d'entreprise, n'est pas favorable à un prétendu retour à une heure de gloire, à un âge d'or de la régulation sociale, où tout procédé de la loi, tout ça est une fable, ne peut pas exister. Donc je pense qu'il y a un chemin à trouver entre les deux, et qui ne peut être qu'une conception de la démocratie sociale qui repose sur un tripartisme. C'est-à-dire, évidemment, les organisations patronales, évidemment les organisations syndicales, mais l'État qui doit jouer un rôle majeur dans l'impulsion et dans la conduite des négociations. Il doit fixer
des ambitions et obliger les partenaires sociaux Quand à tu dis négocier au l'État, point. tu veux dire l'État exécutif, ou est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait quand même l'État législatif qui donne un cadre ou... Bah, c'est d'abord la L'État majorité élue, hein, ça c'est C'est ça, l'hypothèse où on est au d'accord. pouvoir. Alors évidemment, il doit y avoir des obligations données à l'administration après. Tu penses sans doute à la négociation de branches et au fait de Oui, faire c'est vivre ça. les branches sur les minima conventionnels. Enfin moi je crois, on est quand même là à préparer les alternances politiques. Moi je crois surtout à l'impulsion politique qui consiste à dire si on est élu, voilà ce qui va se passer. Voilà. Et voilà ce qui va se passer, c'est-à-dire voilà ce qu'on va faire dans les entreprises, dans les branches et surtout au niveau national interprofessionnel pour impulser un mouvement de progrès social. Et à cet égard, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne reviendra pas, je pense, parce que personne ne le souhaite, on ne reviendra pas sur cette conception du dialogue social qui consiste à donner beaucoup plus de pouvoir aux négociateurs dans les entreprises et dans les branches, et tout est fonction de l'ambition législative, de l'ambition du pouvoir, quand il fixe le niveau de protection auquel sont soumis les salariés à défaut d'accord. Il faut armer les négociations au niveau interprofessionnel, dans les branches et dans les entreprises, à tous les niveaux, en faisant comprendre au patronat que s'il ne négocie pas loyalement, il sera soumis à un niveau de protection plus élevé que celui qu'il est aujourd'hui, pour véritablement qu'on négocie dans les On entreprises. Et avance si c'est le vers cas, le progrès. on aura des négociations qui se traduiront par un progrès social. Très bien. Je vous propose de conclure. Merci beaucoup Marie-Noëlle, merci Étienne, pour cet échange particulièrement stimulant et qui nous montre vraiment que nous avons à gauche matière à penser, repenser, construire une vraie démocratie sociale, moderne, avec les salariés, au sein de leur entreprise et pleinement reconnus à la fois dans leur investissement, leurs compétences et leur engagement. Et je crois que c'est important de dire que dans la démocratie, il y a le volet négocier, mais il y a le volet pouvoir. C'est-à-dire dans la démocratie, c'est pas causer toujours. Parce que pour un certain nombre de gens, la démocratie, c'est je cause et je ne pèse pas. Mais en même temps, il ne faut pas créer des illusions inutiles et injustes. En tout cas, on revient sur le début de notre échange, plus que jamais, de la démocratie sociale, pour aussi redonner du sens à la démocratie politique. En donnant du pouvoir aux salariés, c'est exactement ça. Exactement. Voilà. Merci à vous deux et Merci. rendez-vous pour les prochains jeudis Corbera.